Bonjour chers étudiants, toujours dans le cadre de notre pédagogie de renforcement, on va vous présenter une capsule en macroéconomie destinée aux étudiants du deuxième semestre relative à la flexibilité des prix selon le modèle classique, néoclassique, l'approche libérale qui constitue la première partie ou bien le premier chapitre de votre cours. Évidemment, vous aurez un résumé de cours plus un cas pratique. Commençons par les fondamentaux de l'approche libérale qui réunit autour d'elle l'école classique et l'école néoclassique. Nous allons voir les principaux auteurs de cette approche. Au niveau de l'école classique, il faut noter Adam Smith et sa main invisible relative principalement à l'équilibre automatique entre l'offre et la demande du marché. David Ricardo qui constitue la suite logique des théories de Adam Smith. Et Jean-Baptiste Say avec sa loi des débouchés. Au niveau de l'école néoclassique, on recense Léon Walras, Karl Menger et Vilfredo Pareto et son équilibre. Donc, les écoles néoclassiques ou marginalistes qui a le raisonnement selon la marge et qui constituent les fondamentaux de l'approche libérale au niveau théorique. Au niveau de l'école classique, on va voir notre hypothèse de acteurs économiques agissent de manière rationnelle et maximisent une fonction, utilité, profit, etc. La rationalité constitue un fondement de base de l'école classique et néoclassique, de l'approche libérale de façon générale. Il traite la théorie en posant comme postulat principal la rationalité illimitée de l'agent économique. Une économie de marché fonctionnant en concurrence pure et parfaite, c'est également parmi les fondements de base de l'approche libérale, c'est que la concurrence est atteint son maximum. Au niveau de tous les marchés, il y a une concurrence à son état pur et parfait. La non-intervention de l'État, ou ce qu'on appelle l'État gendarme, donc l'État ne doit pas intervenir dans l'activité économique, selon l'approche libérale, la liberté de l'action économique est manifestée essentiellement par la non-intervention de l'État au niveau de l'activité économique. L'État met les lois, veille au respect des droits à la concurrence, veille au respect de la réglementation, mais on n'intervient pas en tant qu'acteur économique et ne fixe pas des prix bas ou bien des prix élevés et il ne réglemente pas les marchés. Donc il veille à ce que la concurrence soit à son état pur et parfait. Également, il y a au niveau de ces fondamentaux la logique de l'offre. Qu'est-ce qu'on veut dire par la logique de l'offre? C'est selon Jean-Baptiste Say, chaque offre crée sa propre demande. C'est ce qu'on a appelé la loi des débouchés, c'est-à-dire que la production et l'augmentation de la production est l'essence fondamentale qui permettra de satisfaire les marchés et de satisfaire la demande naissante par la suite. Donc, il y a ce qu'on appelle une logique de l'offre. La flexibilité du prix, c'est la conséquence majeure de cette approche libérale et le poids fondamental de cette approche libérale qui se manifeste par l'égalité entre l'offre et la demande. Si on suppose ici l'axe des quantités, puis on fait l'axe des prix. Donc ça, c'est la courbe de l'offre qui est croissante par rapport au prix. Plus les prix augmentent, plus la quantité offerte augmente également. Et celle-là, c'est l'équation de la demande. L'égalité entre l'offre et la demande, il va nous déterminer le point d'équilibre. Voilà, on va le tracer, le point d'équilibre qui va nous donner la quantité d'équilibre et également le prix d'équilibre. Ce qu'on veut dire par la flexibilité du prix, c'est à ce niveau-là, si le prix il est élevé en P1, donc il y aura
automatiquement un ajustement de la demande, un ajustement de l'offre pour revenir à la situation d'équilibre. Si le prix il est élevé, la demande il va diminuer les quantités demandées et par la suite l'offre il va augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne le prix d'équilibre. La même chose, si nous avons un prix qui est P2 faible, il y aura également un ajustement automatique de l'offre et de la demande pour revenir à la situation d'équilibre. C'est pour cela qu'on appelle ça une flexibilité des prix. Les prix ils sont flexibles, ils reviennent toujours à la situation d'équilibre suite à l'ajustement de l'offre et de la demande, étant donné que le prix est élevé ou bien il est faible. Donc si la demande elle est supérieure à l'offre, il y aura une augmentation de prix jusqu'à ce que l'offre atteigne la demande. Et la même chose inversement, si l'offre elle est supérieure à la demande, les prix ils vont s'ajuster, donc ils vont diminuer jusqu'à ce que la demande augmente et revient à la situation où il y a l'égalité entre l'offre et la demande. L'équilibre sur le marché des biens et des services, il est manifesté par cette équation. Donc la fonction maintenant de production. La fonction de production établit une relation selon le niveau de production potentiel. Donc, il met en relation une fonction entre le niveau de production et les facteurs de production, à savoir le facteur capital et le facteur travail. Donc, le travail et le capital, ils déterminent la fonction de production qui va être écrite de la façon suivante. Y est égal fonction du capital et du travail. Il faut noter ici que Y, il désigne le niveau de production, K, c'est le capital, et L, c'est le travail. C'est la fonction de production qui est déterminée à suite à ces deux facteurs-là. Il faut noter qu'à court terme, l'un des deux facteurs, il devient fixe, à savoir le capital, et il sera on aura une seule variable qui est le facteur travail. Donc voilà les déterminants bien de la fonction de production. Il faut noter également que ces deux variables constituent les facteurs de production. Dans une remarque, on peut dire qu'il y a également un troisième facteur de production qui est le progrès technique, mais nous allons traiter, et on a traité au niveau de cours, les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail. L'équilibre entre l'offre et la demande. On parle d'un équilibre macroéconomique et dans ce cadre-là, on parle de l'offre globale. Qu'est-ce qui est offert sur le marché? Évidemment, il est offert la production. Donc, on va nommer le PIB, produit intérieur brut, ou bien la production. Donc, c'est la production intérieure au niveau du marché. En s'ajoutant à cela la production extérieure, c'est-à-dire il vient de l'étranger, à savoir les importations. Cette offre globale au niveau de l'équilibre doit être égale à la demande globale. De quoi elle est composée la demande globale? Elle est composée de la consommation, donc c'est ce qui est consommé par les ménages et les administrations publiques. On va la noter C. Les dépenses publiques, à savoir les dépenses qui sont réalisées par l'État, on va la noter grand G. Généralement, les notations qu'on utilise au niveau des exercices ou des applications, ça peut changer, mais si ça change, vous aurez l'indication sur la notation de chaque élément. Mais c'est la notation générale. Il y a également l'investissement I, l'investissement des agents des entreprises privées. Et enfin, il y a également la production qui est destinée à l'étranger, à savoir les exportations. Dans une remarque, on va dire que dans une économie fermée, on n'aura pas, comme nous l'avions auparavant constaté, il y a les importations et les exportations, mais au niveau de l'économie C, il s'agit d'une économie fermée, il y aura seulement la production qui est égale à la consommation plus les dépenses publiques plus l'investissement, une économie fermée, c'est-à-dire une économie qui ne réalise pas des échanges avec l'étranger, pratiquement inexistante actuellement au niveau réel.
Au niveau du marché financier, il y a ce qu'on appelle l'épargne notée S. L'épargne, ce qu'on veut dire par l'épargne, c'est la partie non consommée du revenu. Cette épargne, elle est constituée par les agents économiques. Donc, les agents économiques peuvent constituer une épargne pour effectuer des placements rémunérés par un taux d'intérêt. On parle ici pas de l'épargne thésaurisée, c'est-à-dire l'épargne restée chez soi, mais on parle de l'épargne qui va être destinée à être placée avec un placement rémunéré avec un taux d'intérêt. Dans ce cas-là, l'épargne désirée est donc une fonction croissante du taux d'intérêt, avec la dérivée première de l'épargne en fonction du taux d'intérêt est supérieure à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que plus le taux d'intérêt augmente, plus les gens ils ont une envie ou bien ils désirent avoir une épargne rémunérée. Donc le taux d'intérêt est une fonction croissante plutôt avec le taux d'intérêt avec l'épargne. L'épargne est utilisée pour financer l'investissement au niveau macroéconomique. L'investissement, par contre, est une fonction décroissante par rapport au taux d'intérêt, c'est-à-dire que la dérivée première de la fonction de l'investissement par rapport au taux d'intérêt, elle est négative. Cela veut dire quoi? Ça veut dire plus le taux d'intérêt augmente, plus l'investissement il va diminuer. Si on veut synthétiser cela, on aura le taux d'intérêt, si ça augmente, il va entraîner une augmentation de l'épargne et il va entraîner une diminution de l'investissement. L'inverse maintenant, si le taux d'intérêt diminue, plutôt, s'il diminue, il y aura une diminution de l'épargne et également une augmentation de l'investissement. Donc c'est une fonction croissante par rapport à l'épargne et une fonction décroissante par rapport à l'investissement. Passons maintenant, puisque il y a les deux fonctions qui existent, l'investissement et l'épargne, la relation quand ils arrivent à cette égalité, ils manifestent l'équilibre sur le marché financier. Donc, en mettant sur un axe l'épargne et l'investissement, et sur l'axe vertical ou bien l'axe des ordonnées, on va mettre le taux d'intérêt noté petit i. Donc, ça, c'est la fonction de l'épargne qui est croissante par rapport au taux d'intérêt. Et celle-là, c'est la fonction de l'investissement qui est décroissante par rapport au taux d'intérêt. Donc, à l'équilibre, l'égalité entre les deux. Donc, à ce taux d'intérêt qui égalise, il va égaliser l'investissement et l'épargne. Donc, ils seront en égalité à un taux d'intérêt optimal qui va nous permettre d'avoir une égalité entre l'épargne et l'investissement. Rappelons que l'épargne sert à financer l'investissement. Donc, on peut ajuster l'équilibre. Donc, il s'ajuste l'équilibre de façon automatique selon l'approche néoclassique. Voilà, il s'ajuste de cette façon pour retrouver les situations, le taux d'intérêt qui permettra l'égalité entre l'investissement et l'épargne. Passons maintenant à notre marché, le marché du travail et son équilibre. Quand on parle de marché du travail, on va noter les hypothèses suivantes, toujours dans le cadre de l'approche néoclassique. Les hypothèses suivantes, ce sont dans le cadre de l'approche néoclassique, libérale et classique. La première, c'est l'atomicité. L'atomicité, rappelez-vous, au niveau microéconomique, on parle de l'atomicité au niveau de l'offre et de la demande. Et également ici, au niveau de l'offre et de la demande, au niveau du marché du travail. On parle de l'atomicité pour ne pas influencer les contrats de travail. Donc, il y a un grand nombre d'employeurs et un grand nombre également d'employés qui négocient librement et sans aucune influence et de façon individuelle les contrats de travail. Deuxième hypothèse, le travail est un facteur de production parfaitement homogène. On parle d'homogénéité du service, c'est-à-dire il n'y a pas
une différenciation. Seulement, ce postulat, il est posé dans le cadre, on le rappelle bien, dans le cadre de l'approche libérale classique et néoclassique. L'information, elle est parfaite, donc on partage parfaitement l'information. L'offre de travail, elle est représentée par les salariés ou bien la demande d'emploi. On parle d'offre de travail ou bien demande d'emploi. Mais dans le cadre économique, on précise qu'on parle de l'offre de travail représentée par les salariés. La demande de travail également émane des entreprises et des administrations publiques et elle représente l'offre d'emploi. Rappelez-vous bien, la demande du travail, c'est les entreprises et l'offre du travail, c'est les salariés ou bien les ménages qui offrent le travail pour avoir un emploi. Maintenant, le fonctionnement de ce marché du travail. L'offre du travail, elle est un choix microéconomique entre deux éléments essentiels. Donc, quand on veut travailler, on choisit de travailler pour demander des revenus ou de ne pas travailler pour réaliser et faire ses loisirs. Donc, c'est un arbitrage. Si le choix il se fait, c'est un choix rationnel, donc on a posé le postulat de rationalité, à arbitrer ou à équilibrer entre la demande de revenus qui va remplacer la demande de loisirs. Donc, si le revenu il est important, on cède les loisirs par rapport pour avoir du revenu. Si le revenu est tellement faible et les loisirs sont plus attractifs, on n'a plus envie d'avoir un revenu, on préfère les loisirs. Donc il y a un arbitrage entre le temps réservé à collecter le revenu et le temps réservé à pratiquer ses loisirs. Lorsque maintenant le salaire réel augmente, je rappelle ici que le salaire réel il est noté W sur P, c'est le salaire nominal W, ça on peut l'appeler le salaire nominal, mais nous on raisonne avec le salaire, et ça c'est le prix, mais nous on raisonne en termes de salaire réel pour tenir en considération le pouvoir. Ça, le salaire réel, il représente le pouvoir d'achat. Donc, raisonnement, pour que le raisonnement ne soit pas biaisé, on raisonne en termes de salaire réel. Si on connaît le niveau général des prix, on peut déduire le salaire nominal. Donc, le salaire nominal, il est affecté par l'effet de l'inflation, alors que le salaire réel n'est pas affecté par l'effet de l'inflation. Donc, si le salaire il augmente, le travail devient plus attractif. Donc, ça, c'est l'équilibrage dont on a parlé entre le loisir et le revenu. Si nous avons face à nous un salaire plus attractif, et c'est ça la logique économique rationnelle, l'offre du travail, il va augmenter, c'est-à-dire que les agents sont prédisposés à offrir du travail. Plus le salaire augmente, plus l'offre du travail. L ici, c'est le niveau d'emploi. LO, c'est le niveau d'emploi offert, ça c'est l'offre. Et le L, c'est niveau d'emploi. Dans certaines situations, on peut le noter également avec N. Donc, vous pouvez trouver au niveau des exercices soit L ou bien N. Si on fait sa dérivée première, comme vous avez ici, donc sa dérivée première, elle est positive parce que tout simplement, c'est une fonction croissante par rapport au salaire réel. Plus qui offre le travail, rappelez-vous, c'est les salariés, donc qui offrent le travail. Les entreprises vendent la production au prix P. Donc maintenant, on va voir aux côtés des entreprises. Ils vendent la production qu'on va noter Y avec un prix P du marché et versent aux travailleurs le salaire. Donc le salaire, c'est le taux du salaire
c'est-à-dire le salaire individuel multiplié par le niveau d'emploi. On va noter WL si on note le niveau d'emploi avec L. Elle rémunère également le capital par son coût. Donc voilà, rémunère le capital par le coût. Donc ils ont comme recette Y fois P et comme dépense W fois L plus K fois R. C'est le coût du capital exigé par les infrastructures, les machines, etc. Donc voilà la demande de travail ou bien l'offre d'emploi qui est représentée par les entreprises, qui émanent des entreprises qui veulent maximiser leur profit. Donc leur profit qui est la différence, on veut maximiser le profit qui est la différence entre la recette et voilà, ça c'est les dépenses. Recettes, dépenses. Donc cette différence, il va nous donner le profit total qui est à maximiser. Quand on parle de maximisation du profit, rappelez-vous, à l'optimum, nous avons la dérivée première est égale à 0. Autrement dit, je remplace le profit total, je fais la dérivée. Donc c'est la dérivée première par rapport à L. Ici, là, le capital, il devient constant parce que on dérive par rapport à L, donc il va être égal à 0 avec R. Et L, il est à la puissance A, il nous reste W. Donc c'est ça la dérivée première du profit total. P fois Y prime par rapport à L, moins W est égal à 0. Dans ce cas, la dérivée première de L donc est égal à W sur P. Donc W sur P qui est positif et par conséquent, ça c'est le point optimal. Donc comment on va interpréter ça? Comment on va interpréter cette relation? Regardez, la productivité marginale du travail est égale au salaire réel. Donc Y'L, c'est ce qu'on appelle la productivité marginale du travail. Il est égal au salaire réel W sur P. Pour qu'il soit maximum, rappelez-vous la condition, la deuxième condition suffisante, c'est la dérivée seconde. La dérivée seconde de L par rapport à L, si on dérive par exemple ici par rapport à L, il n'y a pas L, donc si je constante est égal à 0, il nous reste P fois Y seconde L qui doit être inférieur à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Y seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde, ou bien la dérivée première de la productivité marginale, ou la dérivée seconde de la production par rapport au travail, il représente l'accroissement du niveau d'emploi. Alors, l'accroissement du niveau d'emploi nécessite l'abaissement du taux du salaire réel et par conséquent, nous avons la demande du travail en fonction du salaire réel. Sa dérivée première, elle doit être inférieure à 0. Logiquement, cela manifeste par quoi? Parce que pour augmenter son profit, les entreprises elles ont tendance à diminuer leur salaire. Plus le salaire réel est bas, plus les entreprises elles ont tendance à augmenter le niveau de personnes qui travaillent. Donc nous allons y avoir l'offre du travail, comme vous l'avez constaté précédemment, et les fonctions croissantes par rapport au salaire réel, et la demande du travail qui est représentée par les entreprises est une fonction décroissante par rapport au travail. Donc l'égalité, cela va nous donner le schéma suivant. Donc ça, c'est la demande du travail qui est représentée par les entreprises. Elle est décroissante par rapport au salaire, ce qui est normal. Hein, plus le salaire est bas, plus j'ai envie de recruter plus de personnes, le niveau d'emploi augmente. Par contre, pour les ménages, bien pour les salariés, plus le salaire devient attractif, plus l'emploi il devient attractif, c'est-à-dire plus le salaire augmente, plus les gens voudront travailler. Cette zone-là, c'est une zone de déséquilibre. Là, il y a l'offre du travail, alors elle est supérieure à la demande du travail. C'est un cas de chômage. Et le chômage pour les néoclassiques ou les classiques ou l'approche libérale de façon générale est un chômage, je le note bien, c'est un chômage volontaire parce que il est manifesté par la rigidité du marché. C'est parce que ici, les gens veulent un salaire plus élevé
et n'acceptent pas le salaire de l'équilibre et par conséquent, ils préfèrent rester en chômage au lieu de travailler selon l'approche libérale, néoclassique et classique. Donc, la raison explicative de ce chômage, je rappelle bien, c'est un chômage volontaire dans cette approche, c'est l'existence de rigidité institutionnelle, des syndicats et les codes de travail qui légifèrent et qui limitent la flexibilité des salaires à la baisse. Donc, ils placent par exemple un SMIC, un salaire minimum, un SMIC, un SMAC, salaire minimum interprofessionnel ou bien agricole. Dans ce cas-là, le fait d'obliger les entreprises à pratiquer un salaire qui est supérieur à l'égalité entre l'offre et la demande et qui empêche la flexibilité des salaires, la flexibilité des prix. Alors, je rappelle, le prix sur ce marché, c'est les salaires. Cet obstacle à la flexibilité, toujours selon l'approche néoclassique et classique libérale, donc cet obstacle va donner un dysfonctionnement sur ce marché appelé chômage volontaire parce que est un chômage suite à la rigidité du marché. Quand on parle du chômage frictionnel, il y a un chômage frictionnel, c'est le chômage qui correspond au temps de recherche d'emploi. C'est le temps entre deux emplois, donc les personnes se trouvent en attente de retrouver un nouvel emploi. Dans cette situation, ils sont dans le cadre d'un chômage frictionnel. Et c'est un chômage qui est également à court terme, en principe. Il y a un chômage qu'on appelle chômage structurel. C'est le chômage qui résulte d'une inadaptation structurelle entre l'offre et la demande du travail. Donc, il y a une économie qui ne permet pas de garantir l'égalité entre l'offre et la demande du travail. Par conséquent, ce chômage-là, il est dû aux structures et les personnes se trouvent en situation de chômage. Il y a également un chômage naturel. Et c'est un chômage qui correspond au fonctionnement normal et efficace du marché du travail. Donc le marché du travail, il fonctionne, mais il y a des dysfonctionnements naturels qui vont nous donner un chômage qu'on appelle un chômage naturel. L'équilibre maintenant sur le marché de la monnaie. Au niveau du marché de la monnaie, l'équilibre, avant de traiter l'équilibre, on va parler de fonction de la monnaie. Au niveau des fonctions de la monnaie, il y a trois principales fonctions. La première, c'est un étalon de mesure de tous les biens. Et également, c'est un intermédiaire dans les échanges, c'est-à-dire on donne de la monnaie et par la suite, on reçoit la marchandise, le bien ou bien le service. Et troisième fonction, c'est réserve de la valeur, c'est-à-dire on place la valeur au niveau de la monnaie. Donc la monnaie constitue un moyen de peser ou de mesurer les biens, d'échanger ou de faire des transactions, ou bien de réserver de la valeur, ou bien de réserve pour la valeur. Selon l'approche libérale, la demande et l'offre de la monnaie qui va être traitée, on parle que les acteurs de la vie économique détiennent de la monnaie selon l'approche libérale pour un seul motif, celui de transaction. Soulignez bien cela. Donc voilà, c'est le motif de la monnaie, c'est pour faire des transactions. Donc la demande de la monnaie s'exprime par la relation ND 1 sur V fois le niveau du général des prix fois la production. L'offre de la monnaie ou masse monétaire également appelée est l'ensemble des moyens de paiement à la disposition des agents économiques représentés par des pièces, des billets, des dépôts à vue. Elle est exogène, c'est-à-dire parfaitement contrôlée par les autorités monétaires. Donc elle est exogène, c'est une quantité de masse monétaire en circulation. À l'égalité, à l'équilibre, l'offre de la monnaie, elle est égale à la demande de la monnaie. Donc MO est égal à 1 sur V fois P fois Y, et cela représente ce qu'on appelle théorie quantitative de la monnaie. TQM. Théorie quantitative de la monnaie est représentée par cette relation.
Pour appréhender et assimiler ces notions, on passe à notre exercice d'application. Donc l'exercice il est présenté comme suit, soit une économie où l'activité de production de biens et de services est décrite par la fonction de production agrégée suivante. Voilà, y est égal à moins 0,05 n au carré plus 10 000 n, où n représente le niveau d'emploi et y représente le niveau de production de cette économie. L'offre du travail agrégé obéit à la régulation suivante, NO, pour constater on a noté N le niveau d'emploi. Précédemment dans le cours, dans le résumé, on l'a noté avec N. Donc les deux notations sont valables. NO, c'est-à-dire l'offre du travail est représentée par l'équation suivante. Moins 8000 plus W sur P qui est le salaire réel, où W est le taux de salaire nominal et P le niveau général des prix. Donc les deux, ils représentent, celle-là c'est le salaire réel et W toute seule est le salaire nominal. Par ailleurs, la fonction de l'offre d'épargne sur le marché financier est décrite par la relation suivante. Voilà, l'épargne est égale à 1 million plus 40 000 I. C'est une fonction croissante par rapport au taux d'intérêt. Alors que celle de l'investissement, on va constater 20 millions plus 150 millions I. Rien de moins, c'est une fonction décroissante par rapport au taux d'intérêt. Le premier travail demandé, c'est établir la fonction de la demande du travail. Deuxième question, calculer les valeurs de salaire réel et de l'emploi obtenus à l'équilibre du marché du travail. Enfin, troisième question, le gouvernement fixe un salaire réel minimum de 7 000. Combien y aura-t-il de chômeurs? Quelle est la nature du chômage et quelles sont ses raisons? Quatrième question, déterminer les valeurs des variables suivantes à l'équilibre, le taux d'intérêt, l'épargne et l'investissement. Et la dernière question, on suppose que la monnaie est utilisée uniquement pour assurer la circulation de la production. Il est demandé d'établir la fonction de la demande de monnaie en supposant que la vitesse de circulation de la monnaie est égale à 4, c'est V. Écrivez la condition d'équilibre sur le marché de la monnaie en posant que l'offre de monnaie est égale à MO 64 millions, c'est une donnée exogène qui est représentée par la masse monétaire. Et on va en déduire le revenu général, le niveau plutôt général des prix. Passons maintenant à la correction de notre exercice d'application. La première question, établissez la fonction de demande de travail. Donc nous avons la fonction de demande de travail obtenue à partir des conditions de maximisation du profit total. La demande de travail concerne les entreprises et nous avons dit que les entreprises cherchent à maximiser le profit total. Donc le profit total est égal à la recette totale ou bien aux recettes totales moins les dépenses totales également. Je remplace les recettes par le prix fois les quantités produites fois la production, le niveau de production, P fois Y, moins voilà le coût du travail et le coût du capital. WN, c'est le salaire nominal fois le niveau d'emploi, plus R, le coût du capital fois le capital, le stock de capital fixe. Donc, je vais remplacer Y par sa fonction, après les données. Le niveau de production est égal à moins 0,05 N au carré plus 10 000 N. Et je développe l'autre partie, moins WN, moins RK bar, donc le stock de capital fixe. Pour maximiser cette fonction, donc on passe à la dérivée première. Donc nous allons faire la première dérivée. Et la dérivée ici, c'est par rapport à N que nous avons noté au niveau du cours par N. Donc N ou N, c'est la même chose, c'est le niveau d'emploi. Je fais la dérivée par rapport à N. Là où il y en a le n, je fais la dérivée, là où il n'y en a pas, il y a une constante. Donc je développe et je fais mes calculs, j'aurai P facteur de 2 fois moins 0,05 n, donc le 2 ici il descend, plus 10 000, donc il était 1, après la dérivée il devient 10 000, W il va être, alors ici il n'y a pas de n et par conséquent il est égal à 0, donc voilà, est égal à 0 et je développe, j'écris les conditions que j'aurai, donc la fonction de demande, il va être écrit de la façon suivante après les calculs. Donc je fais les calculs de développement,
je mets le prix de l'autre côté, il devient W sur P, donc ça devient le salaire réel. Après, j'écris le N en fonction de salaire, voilà, du salaire réel, ou bien du salaire nominal et les prix. Donc j'aurai la demande du travail est égale à 100 000 moins 10 W sur P qui représente le salaire réel. Donc voilà, ça c'est la fonction de demande de travail. Ce que je dois retenir ici, c'est que pour tracer la fonction de demande de travail, je dois écrire le niveau d'emploi en fonction du salaire réel. Et je remplace voilà, Y par sa valeur et je fais la dérivée première de profit total. Point de départ. Deuxième question, calculer les valeurs du salaire réel et de l'emploi obtenu à l'équilibre du marché du travail. Donc, le salaire réel pour sa détermination. Donc, à l'équilibre, nous avons la demande du travail est égale à l'offre du travail. La demande du travail, on l'a déterminée dans la question précédente. 100 000 moins 10 W sur P. Alors que l'offre du travail, elle est déterminée après les données moins 8000 plus 8 W sur P. Il ne me reste qu'à faire mes calculs. Je ramène les éléments constants de l'autre côté, 8000 de l'autre côté et 10 W. Donc je le ramène de l'autre côté et je fais mes calculs jusqu'à ce que je trouve que le salaire réel est égal à 108 000 sur 18 qui est égal à 6 000. Voilà, ça c'est le salaire réel. Que vous constatez qu'il est inférieur au salaire minimum qui va être donné dans la question précédente. Donc le salaire d'équilibre, c'est 6 000, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande du travail. Garantie entre l'offre et la demande du travail. Maintenant, on va déterminer le niveau d'emploi d'équilibre. Il ne me reste qu'à remplacer, soit dans la fonction de l'offre ou bien de la demande, puisque les deux ils sont égaux. Donc je remplace dans celle de l'offre et j'obtiens que le niveau d'emploi est égal à 40 000 postes, 40 000 emplois ou 40 000 personnes ou 40 000 heures de travail. Donc ça dépend de l'unité avec laquelle je détermine le niveau d'emploi nécessaire pour cette économie. Le gouvernement fixe un salaire réel minimum de 7 000. Combien y aura-t-il de chômeurs? Quelle est la nature de ce chômage? Quelles en sont les raisons? Commençons maintenant par le calcul du nombre du chômeur. Donc, ça reste que d'avoir les données que le salaire minimum est 7 000 et le salaire d'équilibre est égal à 6 000. Donc, le salaire minimum, il est supérieur à salaire. Dans ce cas-là, je peux déduire qu'il y aura une situation de chômage. Donc, au niveau de l'offre, je remplace par le salaire minimum. Je trouve que au niveau de l'offre, ça doit y avoir 48 000. Alors que si je remplace le salaire minimum au niveau de la fonction de la demande, il me faut seulement 30 000 emplois. Donc, ceux qui offrent le travail, les salariés, ils offrent 48 000, alors que les entreprises, ils ne demandent que 30 000. Donc, il y a un déséquilibre. Donc, ce qui va nous donner que le nombre des chômeurs sera la différence entre les deux niveaux. Donc, ça va y avoir 18 000 chômeurs, 18 000 personnes sans emploi suite à la fixation de ce salaire minimum. Quelle est la nature de ce chômage? Donc, ça, c'est un chômage qui est volontaire. Un chômage volontaire, toujours dans l'approche libérale, néoclassique et classique, le chômage, il est toujours volontaire, donc faites attention. Quand on vous demande la nature du chômage suite à ce déséquilibre, ça doit être normalement un chômage volontaire qui est lié à la rigidité du salaire minimum. Donc, le fait de fixer un salaire minimum ne permet pas la flexibilité de prix qui garantit l'équilibre entre l'offre et la demande du travail. Passons maintenant à la quatrième question, déterminer les valeurs des variables suivantes, le taux d'intérêt, l'épargne et l'investissement. Donc l'équilibre sur le marché financier et l'épargne est égal à l'investissement. D'après les données G, la fonction de l'épargne est 1 million moins 40 millions plus plutôt 40 millions I. C'est une fonction croissante par rapport au taux d'intérêt.
Hein, oui, et après j'ai l'investissement 20 millions moins 150 millions I. Voilà les deux fonctions. Je fais l'égalité entre les deux à l'équilibre sur le marché financier. Je trouve les deux équations que l'investissement est égal à l'épargne. Je remplace et je calcule. Il ne me reste qu'une seule valeur inconnue qui est I, le taux d'intérêt. Donc j'aurai 40 millions plus 150 millions I est égal à 20 millions moins 1 million. Donc ça va nous donner 190 millions I est égal à 19 millions. I dans ce cas-là est égal à 19 millions sur 190 millions. Par conséquent, j'aurai I est égal à 0,1 ou bien égal à 10%. Donc le taux d'intérêt d'équilibre est égal à 10%. Je le remplace dans la fonction de l'investissement. Ça va me donner un volume d'investissement qui est égal à 5 millions. Je le remplace dans la fonction de l'épargne et ça me donne également 5 millions parce qu'il permet l'équilibre entre l'épargne et l'investissement. Au niveau de la cinquième question, on suppose que la monnaie est utilisée uniquement pour assurer la circulation de la production. Donc c'est le principe de l'approche libérale. Il nous demande d'établir la fonction de la demande de la monnaie en supposant que la vitesse de circulation de la monnaie est égale à 4. On nous demande d'écrire les conditions d'équilibre du marché de la monnaie en posant que l'offre de la monnaie en supposant que l'offre de la monnaie est 6 400 000 ou bien 64 millions, on déduire le niveau général des prix. Donc on calcule maintenant la production déjà. Alors, nous avons un niveau d'emploi qui est égal à 40 000, c'est lié à la situation d'équilibre que nous avons déterminée dans la première question. On la remplace dans le niveau de production. On aura le niveau de production, après les calculs, est égal à 320 millions. Donc ça, c'est le niveau de production. Par la suite, la demande de la monnaie en A est égale à 1 sur V fois le prix, le niveau général des prix, fois le niveau de production. Vous voyez l'intérêt de calculer la production au premier pour la remplacer au niveau de la demande de la monnaie après l'égalité entre l'offre et la demande de la monnaie. Donc après ça, la demande de la monnaie est égale à 1 sur 4 P 320 millions qui remplace le niveau de production. Ce qui va nous donner que la demande de la monnaie est égale à 80 millions fois le niveau général des prix. L'équilibre monétaire est obtenu lorsque l'offre de la monnaie est égale à la demande de la monnaie. On a le niveau de l'offre de la monnaie est égal à 64 millions, d'après les données. Je fais l'égalité avec la demande de la monnaie qui est égale à 80 millions P. Je pose les deux et je trouve que le niveau général des prix est égal à 0,8. Voilà, on a terminé notre application. Je vous remercie pour votre